Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis avec Nicolas. Salut Nicolas. Ouais, ça va bien Nicolas? Putain, quand tu es content de te voir, Nicolas. Très content également, Nicolas. Ça part bien. On change la formule. Cette fois-ci, on va enregistrer potentiellement plusieurs. Vous allez peut-être entendre la même blague plusieurs fois parce qu'on va juste reprendre la même intro. On part sur un modèle a cappella. On essaie ça pour une première fois, puis on verra ce que ça donne par la suite. Notre premier sujet d'entrée, c'est il y a eu un grand événement en cybersécurité dans les dernières semaines au moment où on l'enregistre. Et celui-ci nous amène dans un état de réflexion sur pourquoi on utilise encore des systèmes d'exploitation dans nos data centers, puis pourquoi on utilise encore de façon générale des systèmes d'exploitation. Moi, ça fait longtemps que ça m'agace. Depuis que VMware, il y a des années 2000, est rentré dans les organisations, qui est essentiellement, parce qu'un OS, c'est la couche d'interface entre la machine et l'application. Et essentiellement, la virtualisation, c'est ça qu'elle fait. Elle gère la machine et donne un API à l'application. Ça, ce qui était dans les années 2000. Puis maintenant, quand on bascule, on ramène maintenant, mais on a le serverless, qui est essentiellement la même chose, qu'on ne fait que vivre une capsule applicative qui n'a pas besoin de connaître le matériel. C'est un peu ça. Moi, c'est ça que ça m'a fait penser, ça m'a ramené des vieux souvenirs parce que c'est le genre de choses que je disais il y a 20 ans. C'est pourquoi on a encore des OS maintenant. Qu'est-ce qu'on fait à se dépêtrer avec ça? Puis ça a ramené cette réflexion-là. Tu as commencé en disant c'est un événement de cybersécurité. C'est pas un événement de cybersécurité. Tu as entièrement raison. C'est une compagnie de cybersécurité qui a généré un événement. Exact. Oui. Puis, ça aurait pu tomber sur n'importe qui, dans n'importe quel contexte. Fait que, l'idée là-dedans, comme tu dis, c'est. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la philosophie en arrière de tout ça. Des erreurs de même, ça peut arriver. Je ne vais pas taper là-dessus. Mais là, ils ne sont pas les premiers et ne seront sûrement pas les derniers à ce genre de choses-là. Donc, le point n'est pas là. Exact. Je pense que, mais par contre, c'est le bon moment pour commencer à réfléchir. Puis c'est un jeu que j'ai entendu. Tu lis sur les médias sociaux. Tout le monde, je suis un peu tanné de tout entendre les analyses, les opinions de tout le monde sur qui avait tort, qui avait raison. Je suis également tanné parce que tout le monde se prend pour un expert d'une situation qu'il n'a probablement jamais vécue lui-même. En plus. Mais ce que je veux qu'on discute aujourd'hui, c'est l'applicatif en arrière de ça. Pourquoi? Je te disais tantôt quand on s'est dit bonjour en arrivant ici, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tant ce qui est arrivé que ce qui n'est pas arrivé. Parce que moi, dans mes clients, il y a des compagnies qui n'ont pas été touchées, mais même pas proches par ça. Puis ils ont toutes quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont soit très, très, très vieilles en termes de TI, ou soit très récentes. Mais dans le milieu, ceux qui n'ont pas été touchés ne sont pas là. Fait que ce qui est intéressant de voir, c'est ceux qui avaient vraiment un stack applicatif ultra récent. Ils ont regardé ça en mangeant du popcorn. Puis il ne s'est rien passé dans leur cours. Puis j'en ai des clients comme ça. C'est très intéressant de voir ça. À cette heure, ça amène la question pourquoi? Oui, tout à fait, parce que puis moi, ma prémisse, puis quand j'ai vu l'événement se dérouler, ça a été, puis je le répète, pourquoi on a encore des gros OS qui roulent dans nos data centers quand tous ceux sont virtualisés, s'ils ne sont pas déjà rendus en cloud, puis on a déjà fait un épisode sur des outils, notamment Google, que tu roules, qui vont t'amener ton application, et pas juste ton application, pas ton OS, ton application, pas qu'il l'amène dans le cloud, dans une stack moderne, dans une stack qui vit, et on n'a plus de OS à gérer. On est vraiment dans cet univers-là, puis ça m'a sidéré qu'on est encore à gérer nos systèmes d'exploitation de cette façon-là. Puis là, évidemment, on va amener de la nuance, là, parce que là, j'entends déjà les gens dire oui, mais bon. C'est vrai que tu ne peux pas te débarrasser du OS dans toutes les circonstances. Il y a des circonstances, tu en as besoin d'un, c'est ça que c'est, tu as plusieurs applications. C'est pas de ça du tout que je parle. Ce que je parle, c'est essentiellement deux cas. Tu as un cas du serveur, côté serveur, puis après, tu as le cas dans du IoT. Pourquoi est-ce que tu installes un système d'exploitation du grand public ou accessible pour des appareils qui n'ont qu'une seule raison d'être, que
Ils remplissent une fonction. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs applications, un peu comme un humain qui travaille sur son desktop. C'est pas du tout ceux-là que je. C'est pas les humains qui travaillent sur leur station de travail, c'est pas du tout ça, là. Mais... Puis d'ailleurs, faire la parole sur les stations de travail, les postes qu'on a, c'est pas à ce stade-ci le seul cas d'usage encore qui existe à mes yeux d'un usage diversifié d'un ordinateur, parce que même un serveur a une fonction unique. Oui. Et comme le IoT a une fonction unique, donc tous, il y a juste vraiment le desktop qui est encore dans cet univers-là. Le restant, il n'y a plus de... Si toi, tu es un commerce de détail et que tes caisses enregistreuses, ils ont une seule fonction. Tu sais, c'est une app, ils scannent, ils font payer, c'est tout. Pourquoi on installe un système d'exploitation encore là-dessus? Un système d'exploitation complet. Là. Oui. Qui a, parce qu'on s'entend, toutes les IoT, c'est toutes des petites versions skim down de Linux. Ça reste un système d'exploitation, mais il est tellement aminci comparativement à un full-fledged c'est ça, il fait ce qu'il n'a qu'à faire. Ça revient à ça, puis si on prend l'image de virtualisation, ce que VMware avait amené dans les années 80, dans les années 2000, c'était un kernel Linux minuscule qui ne faisait que interfacer entre la machine et les machines virtuelles. C'est juste ça. Donc, il retirait à peu près 80% du travail dans le système d'exploitation. Cela étant dit. Fait que ça devenait un non-sens de rouler un full système d'exploitation par-dessus un système d'exploitation qui faisait déjà la job d'interfacer avec la machine. Alors que tu avais juste besoin de l'apps. Oui. C'est tout ce que tu as besoin. Puis après, tu vas mettre à jour ton applicatif. Tout ce qui est en dessous, à la limite, est inutile. Tu veux l'outsourcer. Tu veux pas t'en... C'est un peu ça l'esprit quand j'ai des clients modernisés, on appelle ça chez Google du application modernization. C'est exactement ça. C'est de dire, OK, ben, ton stack applicatif, qui est un espèce de gros monolithe qui comprend des librairies, un OS, puis ton applicatif, puis tout ça, puis là, c'est tout mixé ensemble. Dans les faits, tu as vraiment juste besoin de l'applicatif et de la librairie. L'OS, tu mets ça de côté, puis tu en as tout le temps besoin. En avez-vous vraiment besoin pour reprendre l'expression d'un commentateur économique bien connu? Oui, ben, c'est cela. Et justement, qui est passé dans les nouvelles dernièrement, en plus. Consolidation, concordance. Mais oui, effectivement, on n'a peut-être pas tant de besoin que ça. Puis, on revient, puis la naissance de Kubernetes puis Docker vient aussi de ces besoins-là. Puis, je veux dire, Google n'est pas étranger au développement de ces choses-là. Imagine-tu si Google Search avait été bâti avec des machines virtuelles, avec un système d'exploitation? Là, à quel point ça aurait été difficile? Ben, ça aurait créé un overhead intense. Des logs de sécurité à n'en plus finir. Aussi. Des EDR, des antivirus, t'as tout ce qui va avec. Fait qu'une fois que t'as plus ça, en fait, c'est ça. C'est une grosse question philosophique. Pourquoi? Est-ce qu'on peut s'arrêter et réfléchir? Mais tu sais, c'est sûr que nous, comme gérant d'estrade, c'est facile à dire. C'est exactement ça. On prend notre place. Mais tu sais, si tu es un directeur ou un VPTI, tu as aussi des contraintes que ben, des fois, l'applicatif, c'est pas toi qui l'as fait. Mais c'est pas parce que c'est pas toi qui l'as fait que c'est pas impossible à faire. Il y a des systèmes, on en a parlé, les systèmes qu'on a qui permettent de regarder une machine puis de la décortiquer pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire pour de découpler l'application de l'OS. C'est toute la notion de serverless qu'on voit en cloud pur. Tout le serverless, c'est ça que c'est. Il y a quand même un vrai serveur en arrière. Puis pour les gens, il n'y a pas de serveur de bout. Il y a un vrai serveur, sauf que la relation que l'application avec le serveur n'existe plus. Elle vit de façon temporaire dans un espace de compute, de calcul qui lui permet de fonctionner sans qu'elle ait besoin de se savoir qu'il y a du I/O à contrôler, qu'il y a des drivers à mettre en place, qu'il y a un kernel qui existe, puis que quoi que ce soit qui se passe n'existe plus. Et donc on standardise les librairies, les dites librairies, on standardise les différents éléments, donc on enlève une bonne dose de complexité qui n'a plus lieu maintenant. Puis,
Fait que là, tu as de la complexité au niveau de l'architecture, puis après, tu as de la complexité au niveau opérationnel. Parce que ton système d'exploitation, ça reste que c'est une des principales sources de logs qui nourrit ton Ouais. sim. Puis la majorité des sims, ben, c'est basé sur quoi? C'est la quantité d'événements de storage que tu vas avoir. Fait que plus que tu as de machines comme ça, plus que ça génère des logs, plus que ça génère des logs, plus que ça coûte cher à traiter. Il y a tout un paquet de coûts un peu cachés dans le fait le coût des logs. d'opération des systèmes d'exploitation est énorme. Les gens ne le calculent pas. Ils ne maîtrisent pas non plus. Puis, tu sais, cette réflexion, puis on va aller même un peu plus loin dans le fait que les gens ne comprennent pas les coûts de comment fonctionne leur centre de données, c'est quand ils commencent à migrer en cloud, ils commencent à avoir du calcul parce que là, le calcul leur coûte de l'argent, tout coûte de l'argent, donc tout est monétisé. Parce que quand même, le but du cloud, c'est des clouders, c'est faire de l'argent. Fait qu'ils ont tous séparé les coûts associés, marge de profit, puis c'est ça qui charge. Et là, c'est là que les compagnies commencent à comprendre que, c'est pas gratuit d'avoir un data center. Tout ça a des conséquences par rapport à tout ça. Et là, je me dis, oui, mais ça me coûtait moins cher quand j'avais un data center. Oui, mais c'est parce que tu ne calculais pas ces coûts-là. Ces coûts-là sont pris dans une espèce de blob que tu ne comprends pas trop d'où ça arrive. Là. Fait que, il faut vraiment réfléchir à ce coût de gestion de maintenance, c'est l'application des correctifs. On déploie des systèmes, on achète des logiciels de gestion de correctifs qui surveillent ça à tous les mois, notamment, la plupart maintenant le font comme ça, tous les mois. Tu as la diffusion des correctifs du mois normalement, il faut tester et qu'on déploie de façon, si on le fait de façon mature, on va le faire par anneau de déploiement, c'est-à-dire qu'on va faire ça sur un premier groupe, pas de problème, on fait ça au deuxième groupe et ainsi de suite. Et tout ça demande des humains, tout ça demande du temps, tout ça demande de la perte de productivité parce que, il faut qu'on les remonte, les maudits postes de travail, puis il faut que ça reparte, ces affaires-là. Ouais. Puis, si les postes de travail, c'est pas pensé pour ça. Les serveurs dans les organisations matures vont être pensés pour ça, mais dans les organisations qui ne le sont pas, ben, quand on reboot le serveur, le service disparaît jusqu'à temps que le serveur réapparaisse. C'est un downtime qu'il faut prélever. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup de maintenance, tu sais. Puis quand tu penses à ce que ça prend maintenir ce parc-là, ce temps-là pourrait être alloué ailleurs, tu sais. L'idée, là, on s'entend, c'est pas réduire le workforce. Là, il en manque. Il en manque. Donc, est-ce qu'on peut prendre les ressources qu'on a, un peu leur apprendre des nouvelles façons de déployer puis rouler basé sur des principes de SRE, de Site Reliability Engineering. Donc, comment est-ce que tu opères ce stack applicatif-là? C'est sûr que c'est un peu différent. Ça demande de l'apprentissage, mais au final, c'est ça qui te permet de scaler. Google n'aurait jamais été capable de faire ça avec des machines virtuelles. C'est pour ça que Borg a été inventé, qui est devenu Kubernetes. De moderniser son application, il y a énormément de bénéfices. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va prêcher pour le faire. Parce que souvent, il y a de la crainte, il y a un peu de pushback, la gestion du changement, apprendre des nouvelles choses. Je souhaite vraiment qu'on prenne un peu l'occasion de penser à ce qui s'est passé. Puis en passant, j'ai beaucoup d'empathie sur les gens qui ont travaillé toute la fin de semaine suite à cette brèche-là. Là. C'est pas le fun. Là. Il y a plein de monde qui n'ont pas eu aucun plaisir pendant des heures pendant cette panne-là, mais je pense qu'il faut sortir de là en se posant des questions fondamentales, tu sais, dans des choix d'architecture, dans des choix de software. Oui, puis en plus, parce que là, on nommera pas l'éléphant dans la pièce, parce que l'éléphant, il a un nom aujourd'hui, il y aura un autre nom demain. Je rappellerai qu'il y a eu Log4j pendant un certain Noël qui est apparu. Oui. Il y en a plein comme ça. Puis tant qu'à ça, ça a touché un système de gestion spécifique ce coup-ci, mais sache que Linux a été affecté il y a quelques mois de ça avec le même genre de problème. Donc, c'est pas un élément spécifique, mais vraiment un élément d'architecture. Et à ce côté-là, ça ne repose pas sur le fournisseur, ça repose chez les clients. Ceux qui choisissent. Ceux qui choisissent la technologie qu'ils mettent en œuvre, comment elle la déploie, comment elle est fonctionnée. Et
qu'ils doivent aussi savoir comment elle fonctionne. Et je pense qu'on a beaucoup abandonné dans les dernières années. Ça fait énormément peur parce que je vois de plus en plus ces différentes compagnies ne plus s'intéresser à comment la technologie fonctionne. Donc, incidemment, deviennent des victimes un peu. Et on pourrait les considérer comme ça dans le cas qui s'est passé, ce sont des victimes parce qu'ils ne connaissaient pas le fonctionnement de ce qu'ils ont déployé à la pleine portée et n'ont pas mis eux-mêmes des moyens pour limiter les dommages parce que je veux dire, c'est bien beau dire oui, telle affaire, tel fournisseur m'a mis dans le pétrin. Oui, mais tu as une monoculture, tu as choisi d'être une monoculture. Donc, tu as choisi d'être dans cette situation-là. Donc, à un moment donné, il y a aussi comme dans le modèle du cloud, il y a une répartition des responsabilités. Je pense qu'on tend à oublier cette chose-là. Donc, puis pour revenir à ce que tu dis, c'est le temps de repenser les architectures, c'est le temps de repenser à comment on fait les choses. Je pense que c'est une belle occasion. Malheureusement, pour les gens qui l'ont subi, là, moi, celle-là, je ne l'ai pas subie. Log4j, je l'ai subie. Fait que mon temps des fêtes a été quelque peu rapetissé. C'était pas une cyberattaque, c'était pas une brèche de sécurité. C'était une erreur de petit pitcher, une problématique de manipulation. Oui, dans ce cas-ci, ça l'a mis des choses, mais le même cas de Log4j, je le mets dans la même chose parce que c'est un moment d'urgence qu'il fallait agir. De toute façon, on n'avait pas le choix. Puis l'incident dans lequel il s'est passé là, et dans la même nature, c'est un moment où, ben là, malheureusement, ça a créé des arrêts assez brutaux des différentes machines. Mais donc, c'est une obligation d'intervenir parce qu'on a un problème opérationnel. Donc, il faut juste, en ce sens, un problème opérationnel parce que tu te fais défoncer. Il fallait que tu mettes tes systèmes en conformité ou les protéger ou peu importe par ça. J'ai pas dû mon temps des fêtes cette année-là pour ce genre de choses. J'ai énormément d'empathie. En même temps, je trouve, même quand j'avais fait le Log4j, la gestion d'incident que j'avais fait, je l'avais fait chez 2 clients. Puis, ma réflexion par rapport à ça, c'est pourquoi vous avez architecturé vos systèmes de cette façon-là? Prenez l'occasion de cet événement-là qui est un disruptif, qui vient déranger l'état des choses et de se reposer les vraies questions d'architecture. Chez les clients que j'avais pour Log4j, parce que j'ai pas de client qui est affecté par ça, par chance. Puis 2, c'est trop récent pour en parler de façon éclairée. Sinon, je suis juste un commentateur de salon, c'est genre aux Olympiques, le dude a mal raté sa passe, puis je suis dans mon salon à manger mes chips. Là. Fait que, je suis pas dans une position de pouvoir commenter, mais là, il faut juste capable. Il y en a un qui a changé son architecture suite à ça. Fait que, effectivement, il a fait des changements important son architecture qui l'a rendu plus résilient. Et donc, un prochain problème que, dans ce cas-ci, comme Log4j, ne l'affectera pas. Et donc, il va se retrouver comme ça. Fait qu'on est dans un contexte où le problème qu'on a là, mais c'est un bon moment pour ces compagnies qui sont touchées de faire cette réflexion-là, comme dit, de réarchitecturer pour dire qu'est-ce qu'on fait à l'avenir? Est-ce qu'on veut encore avoir du serveur avec des affaires? Est-ce qu'on veut encore mettre du full système d'utilisation sur nos points de vente? Est-ce qu'on veut encore faire ce genre de choses-là? Ou c'est le temps qu'on repense. Je pense qu'on est là, mais en même temps, je suis un peu inquiet qu'on a la capacité de le repenser réellement et la volonté des organisations de le repenser réellement. Comme tout changement, c'est difficile le changement. Ça fait mal, le changement. Fait mal. Ça fait mal, ça nous sort de notre zone de confort. Mais ça se fait. J'ai plein de mes clients qui l'ont fait. Puis qui n'ont pas subi rien. Il ne s'est rien passé de leur côté. Mais c'est des choix qui ont été faits, qui ont probablement été très difficiles à faire dans le temps. Et là, tu sens le bénéfice se passer. Je pense que au final, puis là, plus les semaines passent, puis là, tout le monde donne un peu son point de vue sur qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement-là. Je pense que c'est ça. L'essence, c'est réfléchissons à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a réellement besoin, pourquoi on fait les choses. Pourquoi? C'est puissant, le pourquoi. Ouais. Et on ne le pose pas assez souvent. C'est une dans les questions souvent que je pose à mes clients. Quand il y a des situations, ils me disent pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi vous faites ça comme ça? C'est quoi les raisons? Et pas dans un contexte où je remets en question, mais minimalement pour moi, quand je rentre en mandat, de comprendre. Et malheureusement ou heureusement, tout dépendant des circonstances, le fait de poser cette question-là crée du malaise. Et dans les cas heureux,
les amène sur le voie de la réflexion et du changement. Avec le temps, et j'en dans lequel j'ai guide souvent justement pour les amener pour que le changement soit le moins souffrant possible et qu'il y ait des bénéfices. Puis en général, au bout de l'expérience, il y a toujours des bénéfices de ce type de changement-là. Le podcast aujourd'hui était très philosophique. Hein? On parlait pas tant de technologie, Ouais, on parlait finalement. plus de réflexion. Je pense que c'est correct. Parce que le but, c'est pas de taper sur la tête à personne. Vraiment pas, parce que ça peut arriver à tout le monde. La question, c'est pourquoi? Ouais, puis oui, notamment, puis ça, je vais clore là-dessus. Pour ceux qui commentent, avez-vous déjà déployé les structures nécessaires pour que ce genre de situation-là ne se passe pas? Et je suis pas mal convaincu que la majorité n'ont jamais eu à déployer ou n'ont jamais eu à se pencher sur ce genre de choses-là. Fait que je trouve que on pourrait se garder une petite gêne. Surtout quand on l'a pas fait.